Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans la planète demain, l'émission qui met à l'honneur les acteurs de l'écologie positive. Alors dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Julien Crozet, président et fondateur de l'application Léon, la solution de mobilité qui prend en charge le confort, la sécurité de ses utilisateurs, mais aussi intéressé par l'écologie, et on en parlera dans l'interview justement. Mais tout de suite, nous avons l'honneur de recevoir Jonathan Ayache, président fondateur de Capman, un fonds spécialisé dans les investissements verts. À l'heure où l'innovation et les nouvelles technologies vertes se développent de plus en plus, les fonds d'investissement s'orientent eux aussi vers les green tech au service de l'écologie positive. Bonjour Jonathan. Bonjour Christophe. Alors Capman, c'est un fonds d'investissement qui est nordique, spécialisé dans les investissements verts. Alors pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit et de quoi nous parlons, pouvez-vous nous rappeler ce que l'on appelle des investissements verts, s'il vous plaît ? Alors c'est une définition qui est assez, on va dire assez large, mais elle comprend des investissements sur des sociétés qui peuvent être de services, industriels. L'idée, c'est que l'investissement corresponde à certaines normes qui sont soit imposées par des normes internationales, par exemple l'ONU, ou alors qui apportent un bénéfice net à la population dans la géographie où elle se trouve. Donc c'est assez large et en même temps, ça peut être adapté à des contextes locaux très particuliers. D'accord. Alors, Jonathan, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur le fonds Capman ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Un peu plus de détails, en fait, sur vos activités. Absolument. Donc, Capman, c'est une société finlandaise qui existe depuis un peu plus d'une trentaine d'années. Et donc, c'est un investisseur dans des sociétés principalement au nord de l'Europe. On a des stratégies qui investissent dans l'immobilier, dans l'industrie et dans l'infrastructure, spécifiquement. Et récemment, on a développé un angle justement qui favorise la transition énergétique. Donc l'idée, c'est de racheter des sociétés souvent privées, parfois cotées, mais généralement privées, de les transformer et de les revendre après quelques années en ayant amélioré leur profil énergétique. Alors aujourd'hui, dans le modèle que vous nous présentez, quels sont les engagements de Capman en termes d'énergie renouvelable, par exemple ? Alors, il y a deux niveaux. En fait, ce qui est intéressant quand vous vous placez du point de vue d'un fonds d'investissement, c'est que il y a une politique au niveau du fonds, donc qui concerne les employés et on va dire la vie du fonds, et une politique au niveau des sociétés qui sont en portefeuille. Donc l'idée, c'est que on applique les principes qu'on veut voir appliqués aussi dans nos sociétés. Donc au niveau de la société Capman, l'idée, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030, d'être net zéro d'ici 2040. De réduire les émissions aussi de moitié dans tout ce qui est immobilier, commercial et résidentiel dans les sociétés que nous détenons, d'utiliser une énergie qui est 100% renouvelable d'ici 2032, et également d'adopter des bonnes pratiques en termes d'utilisation des ressources. Sur des plans, on va dire, plus sociaux ou de gouvernance, il y a un accent qui est mis sur la parité, donc l'objectif c'est de viser 60 à 40% dans un sens comme dans l'autre en termes de parité. Et d'avoir un élément dans la rémunération, soit des présidents de société, soit des gérants du fonds, qui soit lié à la performance énergétique des sociétés. Alors, selon vous, un fonds d'investissement comme le vôtre joue-t-il un rôle prépondérant dans la transition énergétique et notamment celle que l'on pratique en France ? Alors, à mon avis, les fonds d'investissement jouent un rôle très important, voire même un des plus importants, pour la raison simple, c'est que déjà, ils ont des moyens financiers importants et que les transitions énergétiques sont extrêmement demandeuses en moyens. En plus, c'est des horizons d'investissement de long terme. Nous, nos fonds investissent avec un horizon entre 10 et 12 ans. Et ils lancent des transformations qui, parfois, auront des bénéfices au-delà de ces 12 ans. Et également, vous avez ce facteur de rentabilité qui est à prendre en compte, qui est donc couplé avec les facteurs de respect de l'environnement et de transition énergétique, mais qui est nécessaire parce que sinon, et c'est un peu le problème de tout ce qui est projet subventionné ou en grande partie subventionné par les politiques publiques, ils se reposent énormément sur ces financements, et quand les financements disparaissent, ils ne sont pas viables. Donc du coup, quand vous avez un financement privé, vous évitez cet écueil. Alors, les comportements évoluent dans le développement des entreprises. Quelles sont les principales tendances que vous observez actuellement dans le domaine des investissements durables ? Alors nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a un focus de plus en plus important sur le climat. Donc ça, c'est des objectifs qu'on a intégrés dans nos politiques d'investissement, l'impact sur le climat.
On a, donc, comme je vous disais, la réglementation et la standardisation au niveau mondial des normes sur la transition énergétique qui est en train de s'accroître. Et donc, ça rend plus facile aussi l'investissement à la fois dans différents pays et dans différents secteurs. Vous avez également un accès à la donnée qui est plus important. Donc, par exemple, on utilise l'intelligence artificielle pour analyser les profils énergétiques des sociétés que nous gérons. En tout cas, de plus en plus. Et il y a une grande innovation dans les produits. Donc, vous avez, par exemple, ce qu'on appelle des green bonds. Donc, c'est des méthodes de financement qui intègrent des enjeux qui ne sont pas uniquement financiers. Vous avez énormément de sophistication maintenant dans les produits financiers qui permettent aux particuliers et aux fonds d'investissement et aux entreprises d'investir de manière plus ciblée, avec plus de transparence. Et la France est-elle bon élève par rapport à pays voisins ? La France est plutôt bon élève. Nous, on est une société qui est basée en Scandinavie, donc c'est vrai qu'on a un peu ce standard qui, évidemment, est plus avancé en termes de transition énergétique. Donc si vous prenez par exemple l'exemple du Danemark, eux, ils auront d'ici 2035, leur objectif, c'est de totalement dépendre des énergies renouvelables pour l'électricité et le chauffage, à 100%. Et ils sont déjà assez bien avancés dans ce domaine. En Finlande, par exemple, qui est un pays où on travaille beaucoup, le nucléaire prend une place de plus en plus importante, et également des technologies comme le solaire, qui paraissent un peu contre-intuitives quand on parle de pays nordiques, mais qui se développent grâce à des nouvelles technologies. Et la France, en fait, elle est un peu à cheval là-dessus, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a la composante nucléaire qui est très importante. Sur le renouvelable, on est un peu en retard. Donc l'enjeu, ça sera un petit peu justement à ce que ces deux technologies puissent cohabiter. Et en fait, après, en France, vous avez un contexte évidemment qui est peut-être plus lié à des problématiques industrielles, de manque de compétitivité. Donc est-ce que la transition énergétique peut être réalisée au rythme qu'on voudrait, sans trop nuire à la compétitivité des entreprises françaises. Je pense qu'il y a un enjeu là-dessus qui est assez compliqué et politique, qui peut parfois ralentir un petit peu le processus. Alors, vous parliez d'énergie renouvelable et vous disiez que vous étiez un petit peu en retard, mais quels sont les critères de sélection que vous privilégiez justement dans le cadre de projets d'énergie renouvelable ? Alors donc nous, les critères de sélection, c'est des critères à la fois de rentabilité financière. Donc comme je vous disais, on a un horizon d'à peu près 10 ans pour sélectionner des projets. On regarde si la technologie a été prouvée et si elle a déjà du succès. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir dans des solutions innovantes, mais en fait, généralement, on investit l'argent, par exemple, de fonds de pension ou d'assureurs. Et donc, pour ce faire, on doit être relativement prudent dans le type de technologie dans lequel on investit. Donc, l'idée, c'est de diversifier les investissements. Par exemple, on investit dans des sociétés de transport, d'énergie, et ça permet d'avoir un rendement et on va dire un profil environnemental qui est plutôt diversifié. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on aborde le problème. Et les certifications écologiques, est-ce que vous passez par là ? Quelle est l'importance que vous donnez aux certifications justement dans votre processus de sélection ? Alors comme je le disais, on s'en sert beaucoup au niveau du groupe, c'est-à-dire qu'on va regarder par exemple si une société industrielle qui utilise beaucoup de charbon va pouvoir devenir propre, entre guillemets, suffisamment rapidement pour pouvoir respecter les normes. L'intérêt, c'est qu'il vaut mieux investir dans des entreprises qui ont beaucoup de progrès à faire dans ce domaine et accélérer leur transformation plutôt qu'investir exclusivement dans des projets d'énergie renouvelable qui, eux, sont déjà normalement considérés comme propres, entre guillemets. Nous, on voit cet angle-là. Alors, vous traitez un certain nombre de dossiers. J'imagine que sur l'Europe, c'est immense. La finance verte a-t-elle vocation à se développer davantage ? On voit beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Comme je le disais, il y a énormément d'investisseurs institutionnels qui ont donc des contraintes très strictes en termes dans quoi ils peuvent investir. Donc, vous savez, il y a des secteurs d'exclusion. Par exemple, le charbon, le pétrole, etc. Donc, ça, c'est un peu ça fait assez longtemps que ça existe. Mais maintenant, on passe à des critères de plus en plus sophistiqués pour justement mesurer l'impact écologique de chacun de leurs investissements, des sociétés sous-jacentes, des différents sites de ces sociétés. Donc, il y a une sophistication, comme je le disais, qui est en cours. Après, il y a aussi un intérêt de plus en plus croissant, on va dire, de la part des investisseurs privés. Et ça, nous, on le voit aussi à notre échelle. Donc, à mon avis, c'est amené à se diversifier et à croître. Alors, vous observez sans doute des appétences chez les investisseurs français pour les projets verts. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors par exemple, nous, il y a un certain nombre d'investissements que nous avons réalisés, que nous avons proposés à des investisseurs français en particulier.
Pour vous donner des exemples un petit peu de projets dans lesquels nous investissons. Donc, par exemple, on investit dans des sociétés de transport, comme je disais. Donc, par exemple, nous avons acheté une société de ferry en Norvège que nous avons électrifié. Donc, nous avons électrifié toute la flotte et nous avons lancé le premier ferry à l'hydrogène. Donc, c'est pour vous dire, c'est du transport absolument indispensable. En Norvège, vous avez des centaines d'îles. Et donc, pour pouvoir accéder du continent aux îles, vous avez uniquement des ferries. Donc, on a investi dans ce projet qui a un impact très important pour les communautés locales. Un autre exemple, on a annoncé il y a quelques semaines un investissement en Finlande dans un projet de data center, donc un centre de données qui est loué à Google. Et en fait, ce centre de données va alimenter avec toute l'énergie qui n'est pas utilisée principalement pour son activité, ce qu'on appelle le waste energy, c'est retourné dans le réseau et donc ça alimente les villages autour. Donc on va avoir un impact local, en plus d'avoir un impact financier au niveau du portefeuille que nous détenons. Merci beaucoup Jonathan Ayache. Vous êtes donc directeur général France de Capman, un fonds d'investissement vert. On se retrouve dans quelques instants pour un reportage en immersion avec Thibaut, notre French Trotter. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien, nous voici de retour sur Sud Radio dans la planète demain en compagnie de Thibaut, le French Trotter, qui nous amène, comme promis, la semaine dernière d'ailleurs, sur l'île de Ré. Bonjour Thibaut. Bonjour Christophe, et oui, suite de ma visite de la réserve naturelle l'Îlot des Niges, un lieu où on est émerveillé par la richesse de la biodiversité, 120 hectares de marais salants où les oiseaux sont rois, mais un patrimoine naturel qui reste fragile. Alors qu'est-ce qui est fait pour le préserver ? Eh bien sa protection passe par l'éducation et l'information du public, mais aussi par des actions concrètes pour favoriser l'accueil des oiseaux migrateurs ou réguler l'activité humaine. C'est ce que nous explique Amandine Delory, chargée de l'accueil et de la promotion du site. Elle est également membre de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Comme c'est une association à but non lucratif, la LPO, il y a des bénévoles qui travaillent aux côtés des équipes salariées, ça partout en France, qui vont pouvoir intervenir sur différentes thématiques. Ce qu'on fait le plus, c'est des actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Donc soit par les sorties nature, soit par le biais d'ateliers qui sont en lien avec la nature, soit par des stands parfois sur des événements où on va aller à la rencontre des gens qui parfois n'ont pas de sensibilité ou pas de connaissances sur ces thématiques-là et qui peuvent découvrir des informations sans forcément attendre quelque chose. Et puis après, il y a pas mal d'actions en lien avec la gestion. Dans la réserve naturelle, ces actions de gestion, elles vont permettre l'accueil de toutes les espèces de la faune et de la flore. Donc ça peut passer par la gestion des niveaux d'eau pour s'assurer que tous les marais qui sont présents dans la réserve vont avoir des profondeurs différentes qui permettront d'accueillir tous les échantillons d'espèces qui sont présentes tout au long de l'année avec des gestions qui vont être différenciées si on a une période de reproduction ou si on a une période d'hivernage. Ça peut être refaire des îlots de nidification, ça on le fait en fin d'hiver. Ça va permettre de préparer l'arrivée des oiseaux migrateurs qui vont venir se reproduire dans les marais, en particulier dans la réserve. Et du coup, ils vont avoir des zones qui sont déjà prêtes pour leur arrivée, où ils n'auront plus qu'à construire leur nid et s'installer pour pondre. Il y a des mesures aussi qui sont prises au niveau de l'île pour réguler un peu le flux humain qui risquerait de mettre en danger cette biodiversité. Oui, alors il y a pas mal d'actions sur l'île qui sont en lien avec le développement durable en fait. Donc beaucoup d'incitations aux mobilités douces, énormément de gens qui pratiquent le vélo. On a plus de 110 km de pistes cyclables sur l'île de Ré, donc ça incite vraiment en général les gens qui viennent en vacances ici à utiliser leur vélo plutôt que leur voiture. Il y a un bon système aussi de transport en commun pour permettre des déplacements sans utiliser des véhicules personnels. Et puis après, il y a le péage du pont de l'île de Ré qui en fait est une écotaxe et dont tous les bénéfices vont être reversés aux actions en faveur de la protection de l'environnement. Donc ça peut être des actions de sensibilisation, des actions d'éducation, de la gestion, des travaux d'entretien aussi. Donc ça va permettre le financement de différentes actions. La LPO, pour ces actions de sensibilisation et pour la gestion de la réserve, reçoit des dotations grâce à cette écotaxe, par exemple. Et puis l'entretien des pistes cyclables va être assuré grâce à ces financements-là, ce qui permet aussi de mettre en évidence le fait que c'est une nature qui est fragile et qui a besoin, comme partout, mais qui a besoin d'être préservée. Et puis il y a aussi des choses un petit peu plus
réglementaire, notamment au niveau de l'urbanisme et des constructions, puisque sur l'île de Ré, on va avoir seulement 20% du territoire qui est constructible et tout le reste est classé en zone soit naturelle, soit protégée, soit en zone agricole. J'ai l'impression que les Rétés se mobilisent vraiment pour protéger cette nature, ce patrimoine naturel assez exceptionnel. Et en général, les gens ici sont assez impliqués. Il y a beaucoup de gens qui aiment être dehors, profiter de la nature. Quand je parlais tout à l'heure des bernaches, on a beaucoup de Rétés en fait, qui vont vraiment associer la présence de ces bernaches à l'arrivée de l'hiver et à la fin de l'hiver. Et souvent, les gens qui habitent ici, vers le mois de mars, ils commencent à dire « Ouh là là, les touristes vont revenir parce qu'on n'entend plus les bernaches. » Donc on suit vraiment le cycle de la nature. Ici, on est vraiment... Oui, il y a une forte implication, peut-être plus forte que dans certains autres endroits en France, une proximité avec la nature ici. Alors, pour connaître les activités au sein de cette réserve, rendez-vous sur le site internet de la Maison du Fier. Et c'est donc www.maisondufier.fr. Merci beaucoup, Thibaut. Nous sommes de retour dans le studio de Sud Radio, La Planète Demain, où nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Julien Crozet, président fondateur de l'application Léon. Saviez-vous que d'après l'OMS, la santé environnementale comprend tous les aspects de la santé humaine qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, sociaux et esthétiques de notre environnement. Tout un programme. Eh bien, Julien Crozet a mis au point la solution de mobilité qui prend en charge le respect de l'environnement, le confort et la sécurité de ses utilisateurs. Bonjour Julien. Bonjour Christophe. Alors Léon, c'est une application mobile qui est plutôt révolutionnaire et soucieuse de l'écologie et surtout unique en son genre, de mise en relation entre les agents de sécurité, chauffeurs, sécurité, les gardes du corps, les plus proches de votre position. Alors Julien, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus en quelques mots, nous présenter tout simplement en fait ce qu'est cette application et à quoi elle sert précisément ? Alors, elle sert à transporter les gens d'une manière en sécurité. C'est une solution qui devait voir le jour parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec des plateformes où la qualité des agents ou des chauffeurs n'était pas à la hauteur. Et aujourd'hui, le but était de promouvoir une solution qui puisse en fait démocratiser la sécurité privée et la rendre accessible à tous et partout. Alors, comment vous est venue cette idée de créer cette application véritablement singulière ? Alors, j'ai une anecdote où j'étais en mission aux États-Unis, en Arizona, et j'avais vu un client affréter des bodyguards depuis Londres. Donc, je m'étais dit que c'était quand même très gourmand en énergie pour rapatrier des bodyguards aux États-Unis de Londres. Et je me suis dit qu'il y avait quand même un souci de recrutement et qu'à travers une application, il aurait été très simple de géolocaliser les agents ou les bodyguards les plus proches de la position en Arizona et au lieu de faire appel à des bodyguards européens. Alors, en plus de tous ces points que vous venez de nous exposer, vous avez décidé de démocratiser, comme vous le disiez, vos activités en vous penchant sur un marché beaucoup plus large de mass market. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Oui, alors pour toucher le mass market, donc il est important aussi d'avoir des véhicules adaptés pour pouvoir toucher tout le monde en profondeur, c'est-à-dire d'être dans les zones rurales, d'être dans les grandes villes, dans les villes moyennes. Et à ce sujet-là, il est important de donner la possibilité aux agents d'avoir des véhicules propres, évidemment, et pour pouvoir être disponibles partout et tout le temps. Alors, cette nouvelle perspective de mass market, vous avez souhaité l'accompagner d'une réflexion approfondie autour de sujets environnementaux auxquels vous m'avez dit être particulièrement sensible. Vous savez que dans La Planète Demain, on parle d'écologie positive. Imaginez-vous rouler vert avec votre future flotte de véhicules destinés au mass market ? Tout à fait, puisque le problème de l'écologie, comme vous le dites, elle doit être positive. C'est qu'aujourd'hui, l'accent est mis sur les véhicules. Ce sont les véhicules qui polluent le plus, nous dit-on. Et l'idée, c'est de faire une transition rapide, c'est-à-dire rester sur le côté positif, penser à demain. Et je pense que de fixer des objectifs avec des véhicules verts pour les gammes dans les plateformes, comme on le voit dans d'autres plateformes, est vraiment importante. Surtout aujourd'hui, les véhicules à hydrogène sont sortis, sont de masse aussi et disponibles. Donc autant avoir nos effectifs avec ce type de véhicule pour pouvoir servir la clientèle où qu'elle se trouve.
Alors aujourd'hui et depuis quelques années déjà, vous exercez votre activité à Paris, sur la Côte d'Azur et à Genève, j'imagine pour des raisons économiques, on va dire, oui. Dans le sens où vous avez une clientèle qui aujourd'hui n'est pas mass market, mais plutôt clientèle entre guillemets de luxe. Mais quelle est votre stratégie de développement à court terme et à long terme ? La stratégie à court terme, c'est vraiment de dynamiser notre présence sur tout le territoire national et de pouvoir en fait aller là où les agents de sécurité et là où les VTC ne sont pas. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir étendre cette offre et de pouvoir conquérir ces marchés qui sont souvent laissés à l'abandon. Et à long terme, c'est évidemment une expansion européenne et internationale. Ayant eu des sociétés aux États-Unis, je suis qualifié pour pouvoir étendre cette action à l'étranger et de faire en fait de Léon le leader de la mobilité et de la sécurité. Alors, après avoir investi vous-même dans votre projet, vous devez désormais trouver d'autres investisseurs. Est-ce que vous avez déjà fait des démarches en ce sens et de combien d'euros avez-vous besoin pour développer ? Alors, la première levée de fonds est une seed stage, comme on le dit. C'est environ 2 millions d'euros. Et ça nous permettrait de nous déployer dans Paris, d'avoir les véhicules propres, à hydrogène, électrique, pour pouvoir en fait faire du mass market, puisqu'actuellement, nous sommes plutôt sur une version luxe de l'application, comme tous les produits innovants. C'est ce qui permet d'engranger de la clientèle et des revenus. Et l'idée est vraiment de pouvoir ensuite faire une deuxième levée de fonds pour pouvoir étendre dans toutes les capitales européennes ce type de véhicule et ce type de service. Et le financement participatif, est-ce que c'est une solution complémentaire à vos recherches de financement ? Alors, dans la sécurité et dans la mobilité, vous avez des communautés. Donc, nous ferons appel très prochainement à la communauté Léon pour leur donner la possibilité d'investir dans la start-up à hauteur de 1 000 €. C'est très tendance actuellement où il y a des plateformes qui permettent ce type de financement. Évidemment, nous recherchons des fonds d'investissement qui nous permettraient d'acquérir les véhicules et d'aller sur le mass market très rapidement. Alors, quels sont les profils de vos chauffeurs et gardes du corps d'une manière générale ? Alors, ils sont tous des anciens militaires, légionnaires, policiers, gendarmes ou adeptes des sports de combat. Ah oui, en effet, ce sont des gens, on va dire, sérieux dans le cadre de ces fonctions et de votre activité. Quels sont vos objectifs à ce sujet, à horizon 2030 ? Alors, à 2030, comme vous le savez, nous avons eu les Jeux Olympiques qui nous ont été confiés, les Jeux Olympiques d'hiver. Et comme vous l'avez pu voir avec les Jeux Olympiques d'été, la sécurité est le sujet primordial numéro 1. Donc, avec l'horizon 2030 et les Jeux Olympiques, il y aura besoin de véhicules pour emmener tous ces gens-là dans les stations de sport. Et il est important d'avoir des véhicules qui soient adaptés et en même temps écologiques. Merci, cher Julien Crozet, président fondateur de l'application Léon, qui s'est donné pour mission d'apporter des solutions rapides et accessibles à des millions de gens pour se rendre où que ce soit en voiture écologique et surtout en toute sécurité. Et je rajoute une chose, c'est que je me suis aperçu, et en discutant avec vous également, qu'en parlant de nouvelles technologies et d'innovation, on pourra bientôt, dans votre activité, régler vos prestations en crypto-monnaie. Oui. Oui. En tout cas, merci beaucoup. À la semaine prochaine sur Sud Radio dans La Planète Demain et à dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.